compris, donc Tom Van Doren est écologue. Ça veut dire qu'il étudie les interactions entre les organismes, et les organismes entre eux d'ailleurs, et leur environnement. Alors, je vais lui laisser vite la parole, hein. Il est très intéressé par donc l'ensemble organismes-environnement, donc les écosystèmes et leur fonctionnement. Il a travaillé une partie de sa vie à Anvers, en Belgique, et maintenant il travaille en partie, en tout cas à Paris, au CNRS, à l'Institut d'écologie et des sciences de l'environnement de Paris. Ses thèmes de recherche portent un peu plus précisément sur les dynamiques dans ces histoires d'interaction, les dynamiques écologiques et évolutives des populations. Donc, on voit tout de suite un petit peu le lien avec ce qu'on va évoquer aujourd'hui. Et en plus, il est modélisateur, c'est-à-dire que travailler sur ces dynamiques, pour lui, c'est modéliser ces dynamiques. Voilà. Et pour beaucoup d'écosystèmes, d'après ce que j'ai compris, depuis les poissons jusqu'à même l'agriculture. Voilà. Et donc, je lui passe la parole pour compléter éventuellement ces quelques mots et nous parler de Darwin. Merci Aline pour cette belle introduction. Je n'ai pas beaucoup à ajouter à ce moment-ci, peut-être je vais faire après. Mais c'est vrai que je suis modélisateur, mais à côté de ça, je fais quand même pas mal de manip aussi et j'aime faire du terrain, ce que je fais surtout en Amérique du Sud, en Argentine et l'Uruguay. OK, alors je vais démarrer ma présentation. Voilà. OK, alors ce soir, je vais vous présenter dans une heure une des œuvres les plus importantes dans la recherche pour la biologie. Et c'est un livre qui a été publié dans le 19e siècle par Charles Darwin, un Anglais. Et ici, vous voyez une photo à lui à peu près à l'âge de la publication de ce livre. Une de ses notes, de ses croquis les plus fameux, qui porte sur l'origine des espèces, où il montrait qu'il avait l'idée que toutes les espèces avaient une seule origine, une origine commune. Bon, dans cette heure, je vais vous parler beaucoup du contenu de ce livre, mais autant du contexte et de la portée de ces travaux. OK, en français, le titre du livre, c'est L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la survie. Il y a déjà plusieurs choses que je peux noter. C'est qu'il part de la lutte pour la survie. C'est un des concepts importants à proposer dans le livre. Et la première édition a apparu en 1859. Et après la première édition, Charles Darwin a beaucoup modifié dans le livre, pas tout, mais il a au moins écrit plusieurs nouvelles introductions. Et l'édition la plus lue, c'est celle qui était déjà la 6e. Et le titre a été raccourci à l'origine des espèces. Bon, les idées les plus importantes proposées dans ce livre sont que les populations, qu'ils évoluent à travers des générations sur un temps géologique. Il s'était focalisé sur des longues périodes. Alors, les populations évoluent à travers des générations et elles sont soumises à la force de la sélection naturelle, qui est par exemple, cette lutte pour la survie. Une autre idée importante de cette œuvre, c'est que la diversité des êtres vivants émerge dans cette partagée. Alors, les espèces ont des origines communes. Et ça donne ce qu'on appelle souvent à l'arbre de la vie un pattern ramifié
avec des ancêtres qui sont dans le tronc et des espèces qu'on peut observer maintenant qui sont les feuilles, disons. Aussi important, c'est que Darwin base la logique de ce livre sur une argumentation qui repose sur des faits, des observations qu'il a fait lui-même ou des observations dont il sait par des correspondances avec plein d'autres chercheurs de la même époque. À côté de ça, dans sa maison en Angleterre, qui s'appelle Down House, il faisait pas mal d'expérimentations, dont je vais parler très peu de ces expérimentations, surtout des correspondances et des faits observés. Alors, ce livre n'est pas apparu de rien. Il y avait un contexte. Des idées proposées par Darwin étaient déjà dans l'air pendant plusieurs décennies. Et Paris était important dans ce contexte aussi. À la période où il était étudiant en Angleterre, Darwin, il ne croyait pas dans la possibilité que les espèces changeraient au cours de l'histoire géologique sur de longues périodes. Il suivit ce qu'on appelle la théologie naturelle. C'est une théologie où on pense que la nature montre que Dieu existe à travers des adaptations parfaites, mais aussi par le fait qu'on appelle souvent l'argument de la montre. On voit que les organismes sont si bien construits que sous nos yeux, ça paraît comme une montre. Des petits éléments qui travaillent pour arriver à un bon résultat. Il croyait en ça comme étudiant. Pendant que des autres, comme Lamarck à Paris, croyaient déjà dans la transmission des espèces. L'idée là était que les espèces pouvaient changer au cours de l'histoire, que les caractéristiques des espèces n'étaient pas fixes. Alors, de Darwin, on a aussi gardé la plupart de ses correspondances. Et dans une de ses lettres, il dit quand même, lui qui a dédié cette œuvre à essayer de prouver que les espèces changent, lui, il disait que Lamarck n'avait pas apporté grand-chose à son travail. C'est une de ses lettres. Mais je vais expliquer plus tard. Excusez-moi, il faudrait fermer les micros parce que là, on vous entend, Geneviève Coteau. À côté du rouge, il y a un noir. Je vais le mettre. Fermez vos micros, s'il vous plaît. En bas à gauche. On ne peut pas le faire dans la liste des participants. Oui, mais alors, vous aussi, à ce moment-là, vous vous remettez. Si je le fais, alors vous aussi, vous serez fermé et vous le remettez tout de suite, d'accord? Mais c'est bon, je crois. Oui, c'est bon. OK. C'est pour ça que je n'ai pas fait, parce que ça me gênait. OK. Alors, dans ce contexte, il y avait Lamarck. Darwin avait pas mal de choses en commun avec lui, mais il ne l'avouait pas tellement. J'expliquerai plus tard. Et la théologie naturelle en Angleterre, elle était souvent étudiée dans un livre de quelqu'un qui s'appelle William Paley. Ça, c'était la référence pour eux, pour cette théologie. Et dans ce contexte où apparaissait ce livre, il y avait déjà aussi des autres idées qui étaient aussi importantes. On avait déjà commencé à trouver des fossiles dans des stratifications géologiques. Et on comprenait des fossiles qu'on trouvait que pas mal des espèces avaient déjà disparu. Et dans une théologie naturelle, ce n'était pas évident d'expliquer la disparition des espèces. On avait besoin de supposer des catastrophes immenses pour expliquer ces disparitions. Et c'est ça qu'on faisait dans la théologie naturelle. Alors, pour Darwin et les gens autour de lui, le fait des extinctions des espèces était important pour
pour adhérer plus facilement à ces idées que les espèces pouvaient changer elles-mêmes. L'extinction était juste une conséquence du fait qu'elles changeaient trop ou ne changeaient pas. Ils essayaient d'expliquer d'une autre manière qu'avec des catastrophes. Alors, dans ce contexte apparaissait le livre de Darwin, avec ses 6 éditions, avec des petites adaptations, avec des introductions adaptées au contexte changeant pendant sa vie. Mais lui n'était pas le seul défendeur de son œuvre. Darwin était déjà un chercheur réputé en Angleterre au moment de la publication de ce livre. Il faisait partie du Royal Society, il présentait des lettres pour la société à Londres. Et pour la dissémination de son œuvre et la défense des idées présentées, il était très supporté par un groupe qui s'appelle The X Club, le club X, qui consistait de 9 hommes qui soutenaient les théories de la sélection naturelle et qui se réunissaient tous les mois ou toutes les semaines pour dîner ensemble et discuter des théories. Et un de ces 9 est le plus fameux, il s'appelle Thomas Henry Huxley. Et lui, on a aussi nommé le bulldog de Darwin parce qu'il était vraiment agressif dans sa défense des théories de la sélection naturelle et des origines des espèces. Alors ici, j'ai un peu présenté le contexte où le livre de Darwin apparaissait. C'était ici, en 1860, disons à peu près. Et vous voyez qu'au même moment, on parle ici dans ce diagramme de Mendel qui vivait à Brno. C'était Brundaleton, un nom plus allemand. Et au même instant que Darwin, il y avait aussi Alfred Russel Wallace que je vais discuter plus tard. Alors, au moment de publication de son œuvre, Darwin il proposait déjà une théorie de la manière dans laquelle les gènes, l'hérédité marcherait, comment les caractéristiques d'une génération parentale se transmettraient aux descendants. Il a proposé une théorie, mais au final, elle n'était pas très conforme à ce que nous savons maintenant de la génétique. Mais au même moment, il y avait Mendel qui faisait des croisements de petits pois dans son jardin et qui faisait des expériences là-dessus. Et lui, il a défini les lois de Mendel. Et là, le plus important, la différence la plus importante entre Darwin et Mendel, c'est que Darwin supposait qu'il y avait des particules qui portaient l'hérédité, mais elles se mélangeaient complètement. Et Mendel a découvert que les gènes sont d'une certaine manière atomiques. Elles sont indivisibles. Alors, un descendant va recevoir des gènes du père et de la mère, mais ces gènes ne vont pas se mélanger. Ça reste des particules pas complètement indépendantes, mais elles gardent son intégrité. Ça, c'était la différence majeure. Et Darwin, apparemment, pendant sa vie, il a aussi fait des expériences avec des petits pois. Il a fait des croisements des variétés différentes, mais il n'a pas découvert les lois de Mendel. Ça a été fait par quelqu'un d'autre. Alors, la théorie de l'évolution et de la sélection naturelle, elle a été, la partie sur la sélection naturelle qu'elle existait a été acceptée assez facilement, mais la génétique que Darwin proposait n'était pas acceptée. Alors, ça a donné que pendant quelques décennies, on parle de l'éclipse du darwinisme. Cette théorie ne devenait pas complètement acceptée. Et ce n'est que dans le XXe siècle, avec quelqu'un comme Ronald Fisher, qui était à la fois un des inventeurs de la statistique moderne et de la génétique. C'est à cause de gens comme lui qu'on avait
une théorie qui intégrait les résultats de Mendel, alors avec des gènes qui sont des particules et qui permettaient l'hérédité et le changement des traits d'une génération parentale à les descendants. Mais Ronald Fisher n'était pas complètement indépendant de la famille Darwin. Son mentor pendant ses études, c'était Leonard Darwin, un des fils de Charles Darwin. Et à la fin de son lycée, il a reçu l'œuvre complète de Charles Darwin comme prix. Alors, il était vraiment dans le cercle des proches de Darwin, même après le décès de Darwin dans le 19e siècle. Et un petit détail personnel sur Ronald Fisher, lui, son docteur ne le permettait pas de lire des livres ou d'écrire avec la lumière artificielle. Ses yeux étaient juste trop mauvais. Alors lui, il a écrit pas mal de livres et des articles. Il dictait tous les soirs à sa femme, qui est dans la photo à la droite. Alors lui et sa famille, ils habitaient dans une ferme à côté de la station où ils travaillaient. Et on dit qu'il dictait ses textes à elle, mais c'est clair des correspondances entre ce père qu'elle apportait des idées sur la génétique et l'héritabilité aussi. OK. De ça, j'ai déjà expliqué un peu. Alors, on a eu cette période de l'éclipse du darwinisme qui a été soulevée par des théories génétiques proposées par des gens comme Fisher. Et ce n'est enfin que pendant la Deuxième Guerre mondiale qu'on arrive à une théorie synthétique de l'évolution qui intègre la génétique et la sélection naturelle. Et cette théorie, on l'appelle aussi le néo-darwinisme. Alors, c'est beaucoup des idées de Darwin, mais avec une théorie sur l'héritabilité différente ou modifiée. Et quand on parle dans la presse maintenant sur le darwinisme, on utilise les idées du néo-darwinisme. Alors, tout ce qui a été proposé dans les années 40 du siècle dernier. Alors, un des chercheurs qui a beaucoup écrit et qui a fait énormément pour la vulgarisation de la biologie et la biologie évolutive, c'est Ernst Mayr. Lui, il est un Allemand qui était déjà aux États-Unis avant la Deuxième Guerre mondiale et qui travaillait à Harvard. Il était prof là-bas. Alors, il fait un petit résumé des faits et des déductions qu'on a besoin pour arriver à la théorie de l'évolution par la sélection naturelle. Alors, le premier fait qu'il faut, c'est que chaque espèce est normalement suffisamment fertile pour que la population augmenterait si tous les descendants survivaient. Alors, le fait qu'on voit que la plupart des populations fluctuent si l'environnement ne change pas trop et si nous ne faisons pas trop pour réduire les areas où les espèces peuvent vivre. Normalement, on voit des populations fluctuant autour de valeurs assez stables. Alors, ça veut dire que si les individus sont suffisamment fertiles pour produire plein de descendants, ça veut dire qu'il y a la possibilité pour une sélection forte, une lutte pour la survie assez forte, parce qu'on ne voit pas que les espèces augmentent en continu. Et cette stabilité des populations, elle vient de la relative stabilité des ressources que les individus ont besoin pour survivre et reproduire. Et ces ressources peuvent être limitées et mener à encore une lutte pour la survie plus forte. Un autre fait qui est important, c'est que
presque jamais deux individus seront exactement identiques. Les individus d'une population ils varient considérablement les uns des autres. Et dans le temps de Mayr, on pensait que la plupart de cette variation, la plus grande partie de cette variation, on pensait qu'elle était héritable. Mais ce n'est pas toujours le cas. Je vais en parler un peu plus plus tard. OK, quand on a la possibilité d'une sélection naturelle assez forte, on a de la variabilité entre les individus. Ça peut impliquer que des individus peuvent avoir plus ou moins de succès dans la survie et ça peut provoquer de l'évolution et de l'adaptation. Alors, les individus les plus adaptés à l'environnement ont plus de chances à survivre et de se reproduire et de transmettre les caractéristiques qui sont héritables, les éléments héréditaires aux générations futures. Et c'est en effet cette transmission après sélection qui produit l'évolution et une sélection naturelle qui fait que les populations répondent aux caractéristiques de l'environnement ou au changement. Dans le temps, on pensait aussi que ce processus serait lent, alors que ça prendrait vraiment beaucoup de temps pour des populations à s'adapter. Et ça, on est en train d'étudier encore. Et bon, dans pas mal de cas, l'évolution va être lente, mais pas toujours. Je vais en parler un peu plus tard aussi. Donc, oui, alors ça, ça c'est la version moderne de la théorie de l'évolution à travers la sélection naturelle. Mais ce qu'on disait de la sélection naturelle, dans le temps, on n'avait pas encore vraiment étudié cette lutte pour la survie dans des conditions naturelles. Ce n'est que dans les années 50, en Angleterre, une école de gens qui s'appelle la génétique écologique, qu'ils ont commencé à faire des études au terrain. Et un des étudiants de Ford faisait des expériences autour de Birmingham, où la révolution industrielle avait provoqué une pollution énorme et beaucoup des arbres étaient devenus noirs. Alors, on avait vu dans cette région que d'un papillon nocturne, le phalène du bolo, qu'un morphe, qu'une forme avec une couleur noire avait augmenté en fréquence. Alors, Kekulé a pris cette opportunité pour étudier la sélection naturelle. Il a relâché des papillons sombres et clairs dans des milieux contrastés avec plus ou moins d'arbres vraiment pollués, alors vraiment noirs ou pas. Et là, comme ça, il a pu démontrer qu'il y aurait de la sélection naturelle pour des couleurs sombres dans sur des sites pollués et pour des couleurs claires quand les arbres n'auraient pas de charbon sur la surface. Alors, c'est à peu près un siècle après Darwin qu'on arrive à commencer à étudier la sélection naturelle dans la nature. Une autre personne importante dans ce contexte, c'est Nico Tinbergen, un Néerlandais qui est né à La Haye, au milieu du photo, et qui faisait pas mal du terrain, des expériences, des études, des observations dans les dunes, au bord de la mer. Ici, sur cette photo, il est à côté de Konrad Lorenz, un chercheur autrichien qui recherchait le comportement des animaux. Il travaillait beaucoup sur les instincts, mais Lorenz argumentait souvent pour que des caractéristiques des individus étaient là pour le bien-être de l'espèce. Et à côté de ça, il était aussi un adhérent du nazisme. Alors, après la Deuxième Guerre, il n'a plus trop été apprécié. Mais beaucoup de cette théorie vivent encore, dans une manière ou autre, dans la biologie comportementale. Mais l'importance de Tinbergen, c'est qu'il a commencé à
observer des individus et leur comportement dans leur milieu naturel et qu'il les regardait vraiment comme des individus, pas comme des formes avec une couleur sombre ou claire, mais vraiment comme des individus avec des familles et des caractéristiques des environnements avec des vies. C'est grâce à lui. À peu près au même moment, aux États-Unis, une chercheuse, une ornithologue qui s'appelle Margaret Morse Nice a commencé à faire à peu près la même chose sur des oiseaux. Elle a commencé à mettre des bandelettes coloriées sur des individus pour les labelliser de manière individuelle et ça permettait de les suivre pendant leur vie. Elle suivait aussi les niches des oiseaux qu'elle étudiait et elle mettait des bandelettes déjà sur les poussins qu'elle trouvait dans les nids. Alors comme ça, elle pouvait suivre des individus sur plusieurs générations. Et des études comme ça, on les appelle des études sur les traits d'histoire de vie des oiseaux. Et c'est ce qu'elle a commencé à faire, en effet, c'est faire la démographie des populations naturelles d'animaux ou de plantes. On fait ça aussi. Et ce n'est qu'à partir de ces démographies qu'on peut calculer comme des taux de survie, des durées de vie moyennes, des âges à maturité, toutes les statistiques qu'il faut pour vraiment calculer si des individus sont adaptés à leur environnement ou pas. Alors tout ce travail de suivi d'individus n'a aussi commencé qu'un siècle après l'apparition de l'origine des espèces. Et au même moment, on avait des visions politiques, il y en avait plusieurs qui s'appropriaient certaines des idées de Darwin. Il y avait le social darwinisme, le social darwinisme, qui disait que dans la société, il y a des personnes avec du succès et des autres qui ne l'ont pas. Alors, ça veut dire que les personnes qui vont bien, qui sont forts, qu'ils doivent être favorisés par leur composition et sélectionnés pour avoir une bonne vie par la sélection naturelle. Ce sont les idées principales du social darwinisme. À côté de ça, il y avait l'eugénisme, l'eugénique, je ne sais pas trop comment c'est en français. C'était des gens qui disaient que c'était important de ne pas laisser tous les humains se reproduire, que ça serait mieux de faire comme une sélection sur qui dans la société pourrait se reproduire et qui pas. Et ce courant de l'eugénisme n'était pas particulièrement réservé pour la droite ou la gauche. Il y avait des représentants qui proposaient cette idée dans tous les partis politiques, par exemple. Mais encore contre tout ça, il y avait un courant, et j'ai mis un livre de Kropotkin pour l'exemplifier, c'est cette lutte pour la survie. Il y avait des personnes qui ne l'acceptaient pas, qui disaient que la collaboration était la force moteur de beaucoup de choses dans la société et pas seulement et pas la compétition. Je vais revenir sur ça plus tard aussi. Alors, des adhérents de l'eugénisme étaient par exemple un chercheur en Angleterre, Bill Hamilton, qui a beaucoup travaillé sur l'évolution de traits sociaux dans des insectes sociaux. Et lui et des autres en Angleterre, comme Richard Dawkins, que vous connaissez peut-être, ils favorisaient une vision où les gènes étaient en contrôle, avaient le contrôle de tout, qu'ils déterminaient les caractéristiques des individus, qu'ils avaient le code pour générer des individus et que le développement n'était qu'un ordi qui exécutait le code enregistré dans les gènes.
C'était ça leur vision. Alors là, c'était une vision assez égoïste du gène. Et dans les théories de ces gens, c'était possible que la sélection naturelle favoriserait des gènes qui n'étaient que des égoïstes, qui avaient comme seule caractéristique qu'ils étaient bien, qu'ils arrivaient à se multiplier vraiment efficacement à travers des générations. On appelle dans ce contexte parasites génétiques. Mais après, tout a changé dans les années 90 à peu près, où on a commencé à étudier des phénomènes comme ce qu'on appelle la plasticité phénotype. C'est que des individus qui sont génétiquement identiques, qui peuvent encore varier pas mal dans les caractéristiques qu'ils présentent. Et des autres traits qu'on appelle des traits parentaux sont par exemple des substances que les mères peuvent mettre dans les œufs dans lesquels vont développer les descendants. Et avec ces substances, les mères peuvent avoir des effets sur les caractéristiques des descendants et ça présente d'une manière un autre mécanisme d'héritabilité à côté des gènes. Et deux femmes qui ont beaucoup fait pour établir ces théories sur l'héritabilité qu'on appelle non génétique sont Eva Jablonka et Marion Lamb. Et déjà, il y a une trentaine d'années, ils avaient publié leur premier livre, mais ces deux chercheuses étaient vraiment à la marche de la biologie évolutive et ça a basculé complètement dans les 20 dernières années. Alors maintenant, on commence à parler plus de la synthèse moderne de l'évolution, mais on parle d'une synthèse étendue parce qu'on a commencé à prendre en compte beaucoup plus de choses qu'avant, comme la plasticité dont j'avais parlé. Ici, vous voyez DEVO, ce qui veut dire qu'on prend en compte beaucoup plus du développement des embryons et des individus comme avant. Alors ça, c'est un peu un sujet sur lequel beaucoup de chercheurs en biologie travaillent actuellement, ceux qui travaillent sur l'héritabilité. Alors maintenant, j'ai fait un parcours un peu du contexte de l'origine des espèces au contexte actuel, mais maintenant, je vais regarder un peu, je vais repartir du 19e siècle pour parler d'autres aspects du contexte de ce livre. Alors, j'avais déjà dit que Darwin, au début, il ne croyait pas dans la possibilité des espèces changeant. Il a même travaillé avec un chercheur qui s'appelle Robert Grant sur des invertébrés marins. Et lui, il croyait dans la transformation dans la transmutation des espèces, mais Darwin ne l'acceptait pas. Vous voyez aussi ici qu'au début, il étudiait la médecine, mais tout le temps, il était en train de faire des autres choses. Par exemple, ses projets avec Robert Grant sur des invertébrés marins. Il passait de plus en plus de son temps sur des études de géologie et de biologie. Et après 2 ans, il a déménagé de l'Écosse à Cambridge, où il a commencé à étudier la théologie naturelle. Alors, dans ce contexte-là, il a même étudié la géologie, mais d'une vision qu'on appelle catastrophiste. Et ce n'est qu'après, pendant ses voyages autour du monde, qu'il a vu la géologie en action, disons, qu'il a commencé à accepter la possibilité des extinctions et des changements des espèces à travers du temps. Alors après ces années à ces 2 universités, il a passé 5 ans sur un bateau
que vous connaissez peut-être. Il s'appelait le Beagle. Il a voyagé 5 ans avec cette expédition qui avait plusieurs buts. Et de ces 5 ans, il a peut-être passé 3 ans et demi sur Terre, sur le bateau. Il a été en Amérique du Sud. Il a été aux îles du Galapagos où il a découvert ces oiseaux, les Darwin Finches, qui présentent des morphologies différentes qui dépendent de ce qu'ils mangent. Alors les oiseaux avec un gros bec, ils mangent des graines beaucoup plus grandes que les autres, et les oiseaux avec des becs fins sont plutôt des insectivores. Là, il faut noter que Darwin n'était pas un naturaliste, quelqu'un qui qui rangeait ses échantillons parfaitement. Ces oiseaux sont arrivés en Angleterre dans des boîtes et ils n'étaient même pas bien labellisés. Il a dû faire ça après. Alors, c'était pas clair comment il a décidé de mettre quelle espèce sur quelle île. Tout ça s'est passé après. Alors, la plupart du développement des idées sur l'origine des espèces se sont concrétisées après son retour en Angleterre, mais il a pris 5 ans sur ce bateau et sur des continents différents pour observer la géologie et la biodiversité et des fossiles. Et des idées qui l'ont inspiré pendant l'écriture de son œuvre, de son livre. C'est par exemple un essai, le travail de Malthus sur les principes qui contrôlent, qui régulent les populations. Il écrit dans l'introduction de son Origine des espèces que c'était la doctrine de Malthus qu'il voyait appliquée avec une force dans des espèces animaux et dans des populations de plantes. Parce qu'il comprenait déjà qu'il y avait cette capacité à produire pas mal de descendants, mais ça ne se concrétisait pas par un manque de ressources, que les populations étaient régulées d'une manière ou autre. Et ça, c'est à la base des idées sur la sélection naturelle. Si les populations peuvent toujours croître sans limite, il peut y avoir à peine une sélection naturelle parce qu'aucune caractéristique ou aucune lignée familiale ne serait jamais éliminée. Ici, j'ai copié de sa biographie qu'après son voyage sur le Beagle, il avait relu Malthus sur la régulation des populations. Et là, il a commencé à apprécier cette lutte pour l'existence parmi les individus de la même population, de la même espèce. Il décrit cette expérience dans son autobiographie qui a été rédigée plusieurs fois. Au début, on avait éliminé des passages critiques sur le christianisme de son autobiographie. C'était en effet son fils qui avait fait ça. Mais à peu près plusieurs décennies après, ces passages ont été restaurés par une arrière-petite-fille de Darwin qui s'appelle Nora Barlow. Alors là, on voit que même sa famille proche collaborait ou interférait avec ses idées et la présentation de ses œuvres. Ce ne sont pas seulement ses fils et ses filles qui font ça, mais même le grand-père de Darwin, il s'appelait Erasmus Darwin. Il était un fort naturaliste. Il a publié un poème qui s'appelle Le Temple de la nature, où il décrit déjà d'une manière très poétique l'origine et l'évolution de la vie. Alors, je vais vous lire. Il dit dans ce poème qu'il parle de la vie organique sous les vagues sans rivage.
la vie est née et s'est développée dans les cavernes nacrées de l'océan. Les premières formes minuscules et invisibles aux vers sphériques se déplacent sur la boue ou percent la masse aqueuse. Celle-ci, au fur et à mesure, pendant que les générations successives s'épanouissent, acquièrent des nouveaux pouvoirs et des membres plus grands, d'où surgissent d'innombrables groupes de végétation et des royaumes respirant de nageoires, de pieds et des ailes. Alors, il décrit d'une manière l'origine dans la vie qui est dans les océans et les premières formes qui étaient actuellement minuscules. On a commencé avec des organismes qui étaient des bactéries ou près des bactéries, et presque invisibles pour le microscope. Et au fur et à mesure, on a vu qu'on a observé des symbioses entre bactéries différentes qui ont fait qu'on a ce qu'on appelle des eucaryotes. Et dans ce groupe d'eucaryotes, les animaux et les plantes ont apparu dans les dernières 600 millions d'années. Ça s'est passé. L'évolution des animaux et des plantes s'est passée à travers de 600 millions d'années. Et dans l'origine des espèces, ce n'est pas juste l'Angleterre qui a eu des effets sur Darwin, mais aussi Paris. Alors, dans ses introductions et ses lettres, Darwin, il parle de Buffon, de Lamarck, je vous en avais parlé déjà, et de Geoffroy Saint-Hilaire, parce qu'il travaillait beaucoup sur l'adaptation des espèces à leur environnement. Il faisait des descriptions des fossiles, des livres anatomiques qui présentaient pour la première fois vraiment la variabilité entre plantes et animaux. Et Darwin en a énormément profité de ce travail fait ici en France. Mais l'idée de la sélection naturelle, elle a été présentée probablement pour la première fois dans notre culture par quelqu'un qui s'appelle Wells, qui a lu devant la société, la Royal Society à Londres. Il parlait d'une femme qui était partiellement noire. Et dans cette lettre, il a pris la conclusion que des gens avec une peau plus foncée pourraient être plus adaptés au milieu tropique, et des autres comme nous, avec des peaux comme moi, avec des peaux plus blanchâtres, sont plus adaptés au nord. À côté de ça, il parlait de l'adaptation aux parasites locaux. Et c'est en effet une des premières occurrences d'un argument sur l'adaptation dans une espèce existante et sur la lutte de survie dans des milieux différents. Mais tout ça dont j'ai parlé maintenant joue dans notre culture et ici en Europe. Mais des idées sur l'évolution et la transformation des espèces, on les a récupérées aussi dans des autres civilisations. En Grèce, il y a 2000 ans, il y avait les philosophes présocratiques qui parlaient déjà des changements des espèces et qu'une espèce pouvait en engendrer une autre. Il y avait par exemple Anaximandre. Et dans la culture musulmane, on a eu des personnes comme Al-Jaïs qui parlaient aussi des changements des espèces. Mais toutes ces œuvres n'ont pas été tellement incorporées dans le travail de Darwin. C'est juste relativement récemment qu'on a commencé à apprécier qu'il y avait plusieurs voies où cette théorie devenait développée. Mais ce qu'on peut dire, c'est que dans notre culture européenne, grâce à la révolution industrielle qui permettait à certaines familles de se libérer un peu du travail journalier et qui permettait de se dédier à l'étude de la biodiversité, par exemple, et grâce au colonialisme qui a permis de découvrir
pas mal de régions de la planète qu'on est arrivé à une synthèse comme celle dans l'origine des espèces. Mais ce livre n'était presque pas écrit parce que autour du même moment où Darwin a présenté sa théorie, il y avait un autre explorateur, Alfred Russel Wallace, qui commençait à publier sur l'évolution sur l'introduction de nouvelles espèces. Et lui, il était d'une autre famille, d'un autre milieu social que Darwin. Darwin s'est marié avec sa nièce, qui est une descendante de la famille Wedgwood, qui est fameuse pour le porcelain qu'ils produisent. Alors, son milieu social, on l'appelle parfois les wigs, les perruques, parce que c'était une classe sociale, disons, intermédiaire. On ne peut pas encore dire bourgeoise, mais pas loin de ça. Et Wallace, je crois qu'il était le huitième fils d'une famille de 9. Et son père, à un moment donné, avait perdu sa fortune. Lui, il a eu une toute autre vie. Il est devenu explorateur avec un ami. Ils sont allés en Amazonie, les deux, pour chercher des espèces nouvelles pour documenter la biodiversité. Mais pendant leur retour, le bateau sur lequel ils se trouvaient a pris feu. Ils ont dû l'abandonner et tout ce qui est resté de l'expédition du matériel sur le bateau sont quelques livres avec des croquis de poissons, par exemple, de Wallace. Et après, on a récupéré des collections en Amérique du Sud, encore quelques oiseaux qui ont été capturés par Wallace pendant cette expédition. Alors lui, il faisait sa vie en vendant des échantillons de différentes régions au Muséum d'histoire naturelle qui s'établissait en Europe. Après l'Amazonie, il est parti pour l'archipel malaisien. Pardon. Et là, il a travaillé sur plein d'îles. Il a établi une discipline qui s'appelle la biogéographie, mais il ne travaillait pas seul. Alors ici, j'ai trouvé un article sur Internet qui listait les personnes avec lesquelles il avait collaboré en récupérant des échantillons des oiseaux, des plantes, des mammifères, des reptiles pour les collections de nos muséums. Et ce sont en effet des centaines de personnes avec lesquelles il collaborait. Okay. Alors, en 1858, Darwin était en train de travailler sur son grand livre sur l'origine des espèces. Il n'avait pas l'intention de publier rapidement. Et en juin de cette année, un colis de Wallace est arrivé de l'archipel malais des îles Ternate et Gilolo, où il se trouvait. Et dans ce colis, il y avait un manuscrit de 20 pages où Wallace décrivait un mécanisme de l'évolution. Il demandait à Darwin de le passer à Lyell, un géologue qui était ami à Darwin, et pour si Darwin pensait qu'il aimerait lire ses idées. Et tout de suite, Darwin écrit à Lyell qu'il avait donné l'avis avant d'essayer de travailler rapidement sur son livre sur l'origine des espèces. Il a écrit tout de suite parce que Wallace avait découvert à peu près la même théorie que lui. Alors, Darwin avait peur que l'originalité de son œuvre ne serait plus là. Alors, ses amis dans les cercles en Angleterre ont décidé de faire présenter ces deux auteurs leurs travaux au même instant. Alors, au 1er juillet de la même année, Darwin a lu une lettre sur la continuité des variétés et espèces à travers la sélection naturelle. Et une lettre a été lue sur la tendance des espèces de former des nouvelles variétés. Et après ça, ils sont restés en contact. Et Wallace a apprécié le livre de Darwin quand même. Il s'est focalisé peut-être un peu plus
sur la biogéographie. À travers de la reste de sa vie, il a eu pas mal de problèmes financiers aussi. Alors, il n'était pas comme Darwin qui vivait à Downhouse pendant presque sa vie entière. Et ici, je voulais juste noter que c'est à peu près un miracle que Wallace a toujours resté en vie parce qu'il faisait des expéditions où la plupart des explorateurs disparaissaient ou mouraient. C'est en effet pendant une attaque de malaria, on croit, qu'il a eu ces idées sur l'origine des espèces et la sélection naturelle. Et les théories des deux sont un peu différentes. Darwin, il part souvent d'idées qui originent de la sélection des espèces domestiques. Pardon. Mais Wallace, il voit tout beaucoup plus dans le milieu naturel. Il parle de l'action de la sélection naturelle comme une force centrifugique qui garde les espèces différentes dans leur milieu naturel en les sélectionnant vers des ressources qu'ils peuvent exploiter spécifiquement ou de manière spécialiste. C'est différent de Darwin. Alors, je parlais déjà un peu de la vie de Darwin. L'origine des espèces n'est pas le seul livre qu'il a écrit, il y en a eu beaucoup. Il a eu une grande famille et pas mal de ses descendants l'aidaient à rédiger ses œuvres, à répondre à des lettres de collègues. Ils ont assisté à la publication de ses œuvres. Ils ont transmis ses connaissances à des collègues et à des amis aussi. Et je dis déjà que Darwin commençait souvent ses réflexions à partir des variations qu'il voyait parmi des races des espèces domestiques comme les pigeons. Ça, c'est une autre source de pas mal de ses idées sur la variabilité et les traits héréditaires. Et lui, il avait développé une théorie sur la génétique qu'on appelle la pangénèse. Et l'idée, c'était que dans notre corps entier, il y aurait des gémules, des granules qui porteraient les caractéristiques héréditaires et que ces gémules se retrouveraient dans nos gamètes à un moment donné pour la reproduction et qu'ils transféraient l'information héréditaire de cette manière-là aux descendants. Ça, c'était sa théorie. Mais déjà rapidement, quelqu'un en Écosse, Fleming Jenkins, a publié une critique de son œuvre et lui, il disait qu'avec un mécanisme comme ça où tous les aspects héréditaires sont tout le temps mélangés, qu'on ne peut jamais arriver à une certaine vitesse d'évolution. Que les caractéristiques des gémules qui sont avantageux vont être diluées tout le temps par des autres. Alors après quelques générations, on n'en retrouverait plus rien. Et ça, c'était le problème principal de la théorie génétique dans laquelle croyait Darwin. Mais après, et même un contemporain de lui, Francis Galton, qui est à la source de la statistique, de la science des statistiques aussi, il faisait même des manips pour étudier cette théorie du pangénèse. Il faisait des transfusions de sang entre des races différentes de lapins pour voir s'il arriverait à transférer des gémules entre ces races. Et ça ne marchait pas. Alors, il disprouvait la théorie de son arrière-cousin, en effet. En France, on a eu l'origine des espèces traduite par la première traduction était par Clémence Royer et elle a changé le titre tout de suite de l'origine des espèces ou des lois du progrès chez les êtres organisés. Alors, elle a utilisé l'œuvre de Darwin pour ajouter ses arguments propres sur
sur le christianisme, des aspects sur la moralité qui n'ont pas plu du tout à Darwin. Alors, elle a vraiment en fait une œuvre à elle-même, et ce n'est qu'à partir de la 6e édition que la traduction est devenue plus neutre et respectueuse de l'original. OK, il me reste peu de temps, non? Je pense que je vais prendre peut-être 5 minutes de plus. Je veux encore... Oui, allez-y. Oui. Oui. Je veux encore vous présenter comment des idées de Darwin jouent encore dans la biologie évolutive contemporaine. Alors, une des idées de Darwin, c'était que la variabilité au sein des espèces nous donne de l'information qui est à l'origine des différentes espèces. Que même les variabilités entre des races, des espèces domestiques peuvent nous montrer comment des différences entre espèces origineraient. Et on a énormément travaillé sur ça, et une conclusion récente qu'on arrive qu'on a trouvée dans des analyses qui reposent sur ce qu'on appelle la génomique, l'analyse des génomes entiers, c'est que dans certains cas, par exemple ici dans des lacs africains où on a eu ce qu'on appelle des radiations adaptatives, des énormes quantités d'espèces nouvelles qui sont émergées dans des périodes géologiques vraiment courtes, comme 10 000, 20 000 années. On a découvert que ces explosions de biodiversité, que souvent à l'origine de ces explosions, on trouve une hybridation entre plusieurs espèces qui sont arrivées, par exemple, de différentes régions. Alors que ce n'est pas seulement la variation au sein d'une espèce ou d'une population qui va générer les différences entre espèces, mais que ça peut être aussi des nouvelles combinaisons qui vont mener à une vraie augmentation de la biodiversité dans une certaine région. Un autre aspect prominent du livre, c'est qu'il y a de la variabilité partout dans la nature. Dans chaque espèce, on trouve des individus différents. Aucun paire d'individus n'est exactement égal. Et depuis 30 ans, mais les premières idées sont déjà là depuis un siècle, mais depuis 30 ans, on a commencé à étudier cette variabilité beaucoup plus comme avant. Et ce qu'on prend beaucoup plus en compte comme avant, c'est que les individus avec le même génotype, avec les mêmes gènes, peuvent quand même présenter encore des caractéristiques très différentes. Alors ici, j'ai quelques exemples. Là, ça, c'est une daphnie, c'est un petit crustacé qu'on trouve dans des mares, souvent temporaires. Et quand ces petits crustacés, ces individus, sentent qu'il y a un prédateur à travers des substances qui se trouvent dans l'eau, ils vont développer comme un chapeau pour se protéger contre ces prédateurs. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le phénotype sans prédateur. Ici, c'est la tête, ici, c'est le ventre. Et là, quand il y a un prédateur présent, il y aura comme un chapeau ajouté au phénotype. Dans des autres espèces, on a des variations saisonnières, comme dans ces papillons, qui peuvent différer entre printemps et automne. Il y a aussi des espèces où, en une seule nuit, que des femelles peuvent changer en mâles, parce que dans le groupe social dans lequel ils vivent, le mâle qui était là est mort, par exemple. Alors, ils peuvent changer le phénotype rapidement. Plein d'exemples où le même génotype peut mener à une variabilité assez substantielle de caractéristiques. Et souvent, dans des anciennes collections, des individus de la même espèce qui n'étaient que des formes saisonnières, par exemple, étaient classés comme des espèces différentes,
où des mâles et des femelles de la même espèce étaient classés comme des espèces différentes. La variabilité au sein d'une même population peut être surprenante. Et le fait que beaucoup de variabilité peut être générée a pas mal d'effets sur l'évolution de ces traits. Parce que ce que Meyer croyait que la plupart de la variabilité serait héréditaire n'est pas vraiment le cas quand on regarde toute cette variabilité qui est en effet environnementale. Alors depuis, disons, 80 ans, on a commencé à étudier la sélection naturelle dans des milieux naturels et ça apporte aussi pas mal à la compréhension de la lutte pour la survie. Et les méthodes restent souvent pareilles. On met des bandelettes sur des oiseaux, on met des enregistreurs sur des pingouins. Sur l'Antarctique, on fait pas mal de ça. On injecte des poissons avec ce qu'on appelle des élastomères dans des couleurs différentes, juste pour labelliser pour donner un passeport à chaque individu. C'est ça qu'on fait. Et ça nous permet à construire ce qu'on appelle des paysages de l'adaptation. On peut calculer des taux de survie de tous les individus et regarder lesquels des individus seraient le mieux adaptés parce qu'ils ont les taux de survie le plus élevés. Avec des études comme ça, on arrive à voir que dans certaines conditions, dans une population, plusieurs combinaisons de caractéristiques peuvent être vraiment adaptées. Il n'y a pas toujours une seule solution, mais il peut y en avoir plusieurs. Et on peut étudier aussi comment ces paysages adaptatifs changent avec des changements environnementaux et avec les années. J'avais parlé de Kropotkin et l'importance qu'il donnait à la collaboration. Et ça, et dans la synthèse moderne du darwinisme, l'évolution des comportements vraiment sociaux n'était pas si promenante. Ça, c'est venu après, dans les travaux de gens qui étaient eugénistes, même comme Bill Hamilton, qui croyaient que les gènes faisaient tout contrôler tout. Mais en effet, on a commencé à apprécier que par exemple, pour moi, pour avoir un descendant de mes particules héréditaires dans la génération suivante, ça ne doit pas être moi qui va se reproduire. Si une autre personne de ma famille aura des descendants, chacun des particules génétiques que je porte en moi a une certaine probabilité d'être présent dans un autre membre de ma famille aussi. Alors, si je supporte quelqu'un d'autre comme ça, pour lui ou pour donner à elle un avantage à se reproduire, à avoir des descendants, ça peut être adaptatif aussi et avantageux dans la lutte pour la survie. Et on développe encore pas mal de théories pour décrire tout ça et pour déterminer les conditions qui mènent à l'évolution de la collaboration. Ça, j'avais déjà expliqué, je vais laisser. Je veux juste terminer avec ça, je pense. Alors, dans le temps de Darwin, on parlait des interactions entre les organismes et leurs environnements comme un fit. Les organismes s'adaptaient à l'environnement qui ne changeait presque pas sur un court échelle. Mais maintenant, avec le changement climatique que nous, l'homme, provoque dans tous les milieux, c'est devenu différent. Alors, par exemple, des études sur les mésanges charbonnières, il y a un petit croquis d'une mésange comme ça ici, ont montré qu'ils ne restent plus parfaitement adaptés. Les oiseaux commencent à faire leur nid au printemps. Ils pondent des œufs qui vont éclore et les poussins doivent être nourris. Et ils sont nourris surtout avec des chenilles qui ont un pic en abondance quelque part mi-mai, début juin.
où ils avaient un pic d'abondance dans cette période. Mais maintenant, on voit qu'avec le changement de température, que les chenilles arrivent ou sont présents plus tôt, à peu près 2 semaines plus tôt qu'il y a 40 ans. Mais les mésanges ne se sont pas complètement adaptés à ça. Ils ont avancé les dates de ponte pour que les poussins apparaissent plus tôt qu'avant, mais ce n'est qu'un shift d'1 semaine et pas 2. Alors, ils sont plus parfaitement adaptés aux conditions environnementales qui sont en train de changer. Et là, la réponse qu'ils font, les changements que les mésanges font dans leur stratégie de reproduction, on sait déjà que c'est surtout un changement environnemental et pas vraiment un changement génétique. Alors, ce n'est pas héréditaire ce qu'ils font à ce moment-ci. Et on voit ça dans beaucoup d'organismes qu'on ne voit pas encore des adaptations, des réponses évolutives. On voit des changements de comportement qui sont directement contrôlés par l'environnement et pas par les gènes. OK. Oui, encore 1 minute. Je n'ai pas trop parlé de l'homme, même si c'est le sujet de cette série. Il y a eu plusieurs espèces d'hommes sur le monde. Nous ne sommes pas les premiers. Tous entre nous ont même encore une partie des gènes de l'homme néandertal dans notre génome. On a incorporé les gènes d'une autre espèce. Il y en a eu plusieurs. Et à Bruxelles, dans le Muséum d'histoire naturelle, ils ont une expo où on peut regarder toutes les espèces humaines qui ont été présentes sur cette planète. Et Darwin, il n'a commencé qu'un peu plus tard à travailler sur l'homme. Et là, on s'est beaucoup questionné sur sa position sur la femme. Parce que lui était en public, il était un vrai victorien. Et dans un livre à lui qui s'appelle La filiation de l'homme, The Descent of Man, il décrit que c'est l'homme et pas la femme qui arrive à avoir de l'imagination et avec des capacités intellectuelles. Et ça, c'était une position classique de l'époque, mais on ne l'accepte plus. Mais heureusement, dans sa vie privée et dans ses correspondances, on récupère une autre image de Darwin envers les femmes parce qu'il a pas mal supporté des carrières scientifiques de pionnières de la recherche en biologie et en géologie. Et en effet, il a laissé ses filles même éditer pas mal de ce volume sur la filiation de l'homme. Alors, il y a cette discordance entre la vie publique et privée de cet homme sur ce sujet. OK. Alors, j'ai encore quelques photos de la maison où il habitait après ses voyages avec le Beagle. La maison est encore là et peut être visitée. Un ami, un étudiant à moi m'a envoyé quelques photos de la maison là-bas. Et dans la serre que vous voyez ici sur la photo à droite, Darwin faisait des expérimentations sur des plantes carnivores pour déterminer quelle substance provoquait la fermeture des feuilles. Il expérimentait aussi, mais ce n'était pas de la manière que nous le faisons maintenant. En effet, la recherche professionnelle, disons industrielle, est originée beaucoup plus tard que le 19e siècle. Alors, on peut parler de Darwin comme un chercheur victorien. Et parfois maintenant, avec le COVID qu'on a parmi nous, beaucoup de chercheurs sont redevenus un peu des chercheurs victoriens qui travaillent de la maison, qui font des expériences quelque part dans une serre. On est devenu peut-être moins chercheurs industriels qu'avant. Okay.
c'était tout. Merci pour votre attention et je vais répondre avec plaisir à toutes vos questions. Merci. Bon, ben, Merci. merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, Merci. merci beaucoup. On va passer aux questions. Il y a quelques Merci. questions déjà dans le chat. On peut peut-être enlever le partage d'écran. Oui, je fais ça. Donc, merci infiniment. C'était très, très intéressant. Alors, je vais tout de suite aux deux questions qui sont déjà dans le chat. Le premier, c'est est-ce que les progrès géologiques au XIXe siècle ont aidé Darwin dans l'élaboration de sa théorie davantage que par l'observation des fossiles? Peut-être que la personne qui a posé la question peut la reprendre. Je ne sais pas qui c'est, mais sinon, voilà. Et je donne tout de suite la deuxième, hein, puisque ça permet d'y réfléchir. La deuxième question, c'est, on a vu au passage certaines discussions philosophiques ou religieuses à propos du darwinisme. Est-ce qu'il y a encore des discussions un peu plus générales, un peu plus de fond sur le darwinisme à l'heure actuelle? OK. Excusez-moi, c'est Alors, moi qui ai posé la première question sur Oui. la géologie, comme vous m'avez demandé d'élaborer un petit peu. Donc, je suis Dominique Copin. Je crois savoir que le 19e siècle a été aussi un siècle de grands progrès pour la géologie. Et je voulais savoir un peu comment les deux domaines ont peut-être interféré l'un avec l'autre pour finalement progresser de concert, ou bien est-ce que c'était complètement indépendant? C'est ça un peu le sens de ma question. non, c'était pas complètement indépendant du tout. Parmi les œuvres de Darwin avant l'origine d'espèces, il y a pas mal de livres vraiment sur la géologie. Il étudiait ça. Et Darwin profitait aussi du fait que en géologie, on arrivait à mettre certaines durées sur les époques géologiques mieux qu'avant. Les plaques tectoniques, ça, on n'en parlait pas encore, mais Darwin profitait pas mal, pas juste des fossiles, mais des époques géologiques et des idées que l'origine du monde était beaucoup plus tôt que prévu dans la religion. C'était un peu comme ça. Alors, ça rejoint un peu justement la deuxième question hein, sur le darwinisme. Et est-ce qu'il y a encore, à l'heure actuelle, un refus, si je puis dire, du darwinisme? Enfin, ce n'est pas de moi la question, hein, c'est Corinne qui demande ça. Donc, où est-ce qu'on en est par rapport à l'acceptation du darwinisme? Bon, En fait, Tom, c'est pas seulement où est-ce qu'on en est, c'est même. Il y a sans doute des points en discussion, mais véritablement, en fait, du coup, qu'est-ce qui est maintenant un peu universellement accepté de ce qui reste en discussion, tu vois, oui. dans la théorie de Darwin, quoi, à quel point elle est devenue une théorie universellement acceptée parce on pense qu'elle est juste, à quel point il y a des points qui sont encore en discussion finalement. Mais il faut prendre en compte que il n'y a pas de modèle, par exemple, dans le livre de Darwin. Tout est un peu descriptif. Il ne fait pas vraiment des expériences où il provoque de l'évolution. Or, le darwinisme en soi, ou les versions développées dans le XXe siècle, sont presque universellement acceptées dans la biologie. Mais pas hors de la biologie. Dans la société, on a encore toujours des mouvements comme il y avait, disons, il y avait ce mouvement qui s'appelait l'intelligent design, avec des arguments probabilistiques que l'évolution était impossible, qui ont pris pas mal de force et qui ont même aux Pays-Bas provoqué que l'évolution dans le parcours des écoles secondaires était un peu dépréciée. Là, ce n'est pas universellement accepté.
Mais ce qui s'est bien passé, que la théorie originale a été énormément modifiée. Ce qu'on appelle darwinisme maintenant, ce n'est pas exactement ce que c'était à l'origine. D'accord. Ça se modifie un peu chaque année. Ce qu'on appelle génétique ou pas. Alors maintenant, ce que Darwin voyait comme théorie génétique, cette pangénèse, maintenant on trouve des exemples héréditaires où ça se passe un peu comme ça, avec des substances qui passent dans les œufs, qui sont transmises. C'est pas si loin du pangénèse, mais c'est une héritabilité non génétique. Alors on a ça. Ok. Oui, je voyais passer cette question sur les frères Huxley. Alors, le Julian Huxley, qui a écrit la synthèse moderne de l'évolution, c'est un frère de Aldous Huxley de Brave New World. Ce sont des frères. C'est sur Wells, d'accord. Je vais peut-être poser une question à propos de la mésange, le dernier exemple. Qu'est-ce qui ferait que ça serait... comment il pourrait en être autrement? Voilà. Que ce que vous avez décrit. Comment il pouvait... Quoi exactement? En être autrement. C'est-à-dire, vous avez dit finalement, ce n'est une adaptation que environnementale, donc au fond insuffisante, si je Oui. comprends bien. Comment il Et pourrait... au début, souvent en biologie, on pense qu'on a de la variabilité génétique pour n'importe quel trait. Et que c'est facile à atteindre des petits changements environnementaux, c'est facile à rester adapté à l'environnement. Alors, dans les mésanges, ce qu'on a vu, c'est que comme la température augmentait, les chenilles ont répondu à ça en accélérant leur développement et l'émergence au printemps. Et en réponse au changement de température, les mésanges ont fait quelque chose de pareil. Mais la réponse a été moins forte. Et on pensait qu'il y aurait suffisamment de variabilité génétique pour suivre vraiment l'avancement du pic des chenilles. Mais apparemment, cette variabilité ou n'est pas là, ou il y a une contre-force qui fait qu'elle ne s'exprime pas, qu'elle ne met pas une réponse. C'était inattendu. D'accord. Mais c'est les chenilles, par contre, c'est génétique? Je crois que les chenilles sont beaucoup moins étudiées que les mésanges. On les observe, on les capture, mais par exemple, on ne fait pas de suivi individuel. Chaque année en Europe, on a des milliers de mésanges qui reçoivent des bandelettes dans leur nid. Et pas les chenilles. Pour les chenilles, on met des autocollants dans le forêt pour les capturer avec un collant. D'accord. Et faudrait... Puisqu'il y a des questions, tu veux poser une question, Christiane? Oui, mais je ne sais pas si c'est le moment en fait, parce que c'est pas sur la seule biologie et Darwin, mais plutôt sur les interprétations néo-darwiniennes qui ont eu lieu plus tard sur les conséquences sur la vie sociale. Parce que je pense à un livre qui m'a beaucoup intéressée de Barbara Stiegler, qui s'appelle Il faut s'adapter, donc qui reprend bien sûr le slogan darwinien, mais pour expliquer un peu comment le néolibéralisme s'est construit. Et alors, là, dans cet ouvrage, la première partie reprend tout un débat qui a eu lieu aux États-Unis entre Lippmann et Dewey. John Dewey, hein, pas le Melville qui a créé la classification décimale universelle qu'on connaît bien dans les bibliothèques. Et c'est passionnant parce qu'en fait, derrière ça, la question, c'est comment construire la démocratie. Hein. Bon. Et pour Lippmann, puisqu'il y a sélection des plus forts, hein, bon, struggle for life, bon, il faut donc
former des experts, et c'est eux, donc faire une sélection et des élites, hein, bon, et on est encore aujourd'hui en plein dedans, hein, bon. Et donc, ces experts vont entraîner ensuite le reste de la population et vont faciliter, bien sûr, les flux, parce que pour Lippmann, ce qui coince, c'est toujours les étapes qui stagnent. Donc, bien sûr, il s'en prend à l'État, à la bureaucratie, etc. Et au contraire, bon, grâce à ces experts, il y aura une fluidité du marché. Bon, enfin, on voit bien donc tout ce qui est la philosophie libérale au niveau économique. Bon. Tandis que Dewey dit non, pas du tout. En fait, le retard dans les mentalités, enfin, donc au niveau du cerveau, au niveau de l'intelligence, bon, il y a un retard, mais justement par rapport au mouvement biologique qui, lui, ne cesse jamais, hein, la vie, elle évolue, etc. Et ce qu'il faut, c'est justement que la coopération entre les hommes, la recherche des biens communs, etc., recrée un autre environnement. Donc, c'est quasiment presque l'inverse de la philosophie de Darwin, quoi. Bon. Et je trouve ça intéressant, justement, si on réfléchit aux conséquences pour la vie en commun et ce que pourrait être effectivement l'élaboration d'une vraie démocratie, quoi. Donc, ça dépasse un peu la biologie. Non, mais alors Darwin, il écrivait beaucoup sur la compétition entre individus et entre espèces. Ouais. Mais dans son travail et sa vie privée, tout était plein de collaboration et des interactions, disons, entre égaux, pas trop hiérarchiques du tout. Alors, c'est pas lui qui en a fait cette théorie du social darwinisme. Ce sont des autres qui ont fait ça, qui se sont appropriés des idées. Ils ont vu un label pour dire qu'ils sont plus forts ou meilleurs que des autres. Ils l'ont exploité. Mais dans l'histoire, la biologie évolutive, dans la génétique, dans la discipline qui s'appelle la génétique des populations, par exemple, il y a eu pas mal de gens qui ont lutté pour la démocratie et une vie plus égalitaire aussi. Par exemple, Wallace, le concurrent de Darwin, disons, il a une œuvre où il décrit tous les avancements sociaux du 19e siècle. En Angleterre, au 20e siècle, il y avait Haldane qui parlait pendant des manifestations pour le public général. Ce n'ont pas vraiment été les biologistes qui étaient les social darwiniens du tout. C'était des autres qui se sont appropriés de ces idées et les ont vendues pour arriver à une stabilisation de certaines situations. En biologie, certaines de ces idées ont été adoptées aussi, surtout par les financeurs, qu'il faut juste donner les sous à quelques personnes qui sont excellentes et à personne d'autre. Ça s'est passé à cause de ça. Mais parmi les chercheurs, on a plutôt vu l'opposé. Ceux qui étudiaient, par exemple, la sélection sexuelle entre des mâles et des femelles, où l'idée était que des femelles peuvent choisir entre des mâles, ils vont choisir le meilleur, le plus fort. Beaucoup d'études ont montré que ce n'est pas exactement de cette manière-là que les femelles choisissent. Aussi souvent, un mâle qu'on dirait inférieur va reproduire aussi, trouver un partenaire, juste parce que ces mâles qui sont, disons, extrêmes d'une certaine manière en gardant des ressources ou plusieurs femelles. Souvent, ils sont aussi stressés, ils observent pire l'environnement, ils sont d'une certaine manière moins adaptés aussi dans beaucoup de situations. Alors, des expériences émergent une autre image que du social darwinisme. C'est pas nous qui font la promo pour ces conséquences pour la société de nos travaux.
D'accord. Alors, il y a d'autres. Christiane, tu veux. Peut-être on va passer à d'autres Oui, oui, tout à fait. questions du chat que je n'avais pas vues. Hein. Oui. Il y en a une qui dit est-ce que le développement des études sur l'épigénétique a fait évoluer la vision du néo-darwinisme? Donc, peut-être, Annette, tu veux compléter ta question? Oui, est-ce que l'épigénétique, ça rentre dans la vision étendue qui nous a été présentée, ou bien est-ce que ça tient une place à part? Comment ça a été incorporé en quelque sorte? C'est quoi exactement l'épigénétique, juste? La transmission de caractères acquis. Oui. Et ça, je veux dire, c'était dans le temps, la discussion entre... enfin, c'est comme ça qu'on présentait les choses, entre Lamarck et Darwin. En fait, je ne sais pas si on avait raison de le présenter comme ça, mais je veux dire, moi, il y a très longtemps, c'était un peu comme ça qu'on le présentait. Et comme maintenant, on retrouve un peu de transmission, pas n'importe quoi, bien sûr, mais enfin, on retrouve on peut avoir des transmissions de caractères acquis. Comment est-ce que les théories de l'évolution incorporent ça? C'est un petit peu ça la question. Oui, cette discussion est encore en cours. Alors, l'épigénétique, cette contradiction entre Lamarck et la génétique, bon, l'exemple qu'on donne avec pour Lamarck, c'est souvent une girafe qui mange des feuilles plus hautes, alors elle va agrandir à cause de ça et transmettre ça aux descendants. Ça, c'était une idée, un exemple, mais dans les 30-40 dernières années, on a trouvé vraiment les mécanismes de transmission de certaines caractéristiques qui ne sont pas génétiques. Ça va à travers de certaines molécules, des informations, on appelle ça épigénome, des marqueurs qui sont mis sur les gènes qui peuvent changer de manière aléatoire. Il y a pas mal de mécanismes qu'on a découverts. Mais on ne sait pas encore trop comment, à travers combien de générations, ces effets vont perdurer. On ne sait pas trop de la stabilité de ces effets épigénétiques. Alors, la discussion est encore en cours. Il y a encore des néo-darwiniens qui disent qu'on n'a pas besoin d'une théorie de l'évolution étendue parce que tous ces effets épigénétiques ne font pas jouer sur des longues échelles de temps, sur des longues périodes. Ça va se diluer, disparaître, pas avoir des effets dans la longue durée. Mais les autres disent non, la biologie évolutive a vraiment besoin de cette fusion avec plus d'attention pour le développement et pour comment l'environnement devient intégré dans les caractéristiques de l'individu et transmis aux descendants. Moi, je suis pour que la synthèse étendue gagne. Mais ce n'est pas que ça remet le néodarwinisme en cause, on ajoute une autre couche des autres possibilités. Je pense qu'on est un peu à ce point-là. D'accord, merci beaucoup. Bon, alors, il y avait une autre question, peut-être très, très générale. C'est sur l'homme. C'est est-ce qu'il y a des spécificités dans la sélection naturelle et l'évolution depuis Luca, c'est parce qu'on nous a parlé de ça la semaine dernière, qui ont conduit à l'homme? Et si oui, lesquelles? Voilà. C'est rien que ça. Je ne sais pas. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Jean-Louis, l'auteur de la question? Oui, nous sommes des primates. Non, pas rajouter. D'accord. Oui. Nous sommes des primates. Les primates comme nous sont déjà là depuis des millions d'années. La sélection naturelle n'a pas un but clair sur le long terme. C'est un peu myope. Les individus qui sont plus performants d'une manière ou autre
peuvent peut-être remplacer des individus avec des autres caractéristiques héréditaires. C'est juste ça. Alors, parmi les primates, il y a quand même, on invoque souvent certains changements environnementaux en Afrique qui ont mené à des primates comme nous. Le changement de forêt en savane, ça c'est un des facteurs. La structure sociale de certains groupes de primates, que nous arrivons à facilement transmettre des informations, que nous arrivons à héréditer de la culture d'une génération à l'autre, ça nous a aidé aussi. Il y a pas mal de facteurs qui ont fait que nous sommes là. Mais comme j'ai montré, on n'est pas les premiers humains. Et dans pas mal de périodes, il y a plusieurs espèces humaines sur Terre, coexistant, peut-être pas exactement dans la même région, mais coexistant. Et là, c'est encore une chose à comprendre pourquoi nous sommes les seuls maintenant, pourquoi les autres populations et espèces ont disparu. Ça, c'est pas encore clair du tout. Bon, je peux pas en dire beaucoup plus, je crois, sur cette spécificité. Oui, bien sûr. Et il y a une autre question qui est, est-ce que Darwin, qui rejoint peut-être un tout petit peu ce que vous venez de dire d'une certaine manière, c'est est-ce que Darwin parlait du hasard? Justement, vous l'avez un peu évoqué là. Oui, il permettait l'hasard, des changements aléatoires, que tout n'est pas, son univers n'est pas déterministe. Ça, c'était clair. Oui, il permettait l'hasard. Peut-être pas dans un sens statistique comme nous le connaissons maintenant, mais il permettait l'hasard. Peut-être, j'en aurais peut-être une, c'est à propos de compétition. Est-ce que vous pouvez un petit peu en dire plus sur cette histoire de compétition? Parce que ce n'est pas tout à fait la même chose que, disons, ça ajoute quelque chose à l'évolution. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu ça? La compétition, on en parle dans le contexte de la lutte pour la survie. Ouais. Alors, quand nous sommes sur une planète avec la matière que nous avons sur et dans cette planète, elle est limitée. Alors, ça veut dire que pour la vie sur cette planète, les ressources sont limitées. Même si nous avons une capacité à avoir énormément de descendants, les ressources sont insuffisantes pour nourrir toutes ces bouches. C'est un peu ça. Même si les plantes sont ce qu'on appelle autotrophes, ils génèrent de la matière, de la lumière. Alors, quand les ressources sont limitées, et plusieurs organismes individus d'une population ont besoin de la même ressource, on dit que ces individus sont en compétition. Mais cette compétition peut se dérouler d'une manière assez indirecte, que les individus ne sont même pas vraiment en contact, ou avec ce qu'on appelle l'interférence, que c'est la guerre pour des ressources, ça peut se passer aussi. Et les conséquences de ces différents types de compétition diffèrent. Bon, souvent, dans l'évolution, les individus qui arrivent à exploiter une ressource privilégiée, disons pour cette espèce au maximum, ils vont gagner la lutte pour la survie. Parce que ceux qui contrôlent la ressource vont l'avoir et expulser tous les autres de cette ressource. Ça, c'est une idée assez généralement acceptée. Mais souvent, c'est impossible de contrôler toutes les ressources et il y a toujours des possibilités de devenir ou
d'exploiter une ressource similaire mais différente. Alors, presque aucun génotype n'arrive à contrôler toutes les ressources disponibles pour les individus d'une espèce. Mais dans l'écologie, par exemple, il y a un concept important qui dit que le plus que des individus seraient similaires, le plus qu'ils vont être en compétition parce qu'ils sont d'une manière ou autre spécialisés sur les mêmes ressources. Alors qu'à cause de la compétition, si c'est à cause de la compétition, deux espèces qui coexistent d'une manière ou autre ne peuvent pas être trop similaires. Ils doivent être différents parce que la compétition les fait se différencier. J'espère de l'avoir un peu clarifié comme ça. Et il y a une autre question dans le chat par rapport, qui était un peu trop direct peut-être, mais êtes-vous malthusien? Malthusien? Bon, peut-être je ne crois pas trop dans... Je pense que, oui, je crois dans la régulation des populations, qu'il y a plusieurs facteurs qui font que les populations sont contrôlées. Mais je ne crois pas trop que notre destin est la catastrophe d'une manière ou autre. Dans ce sens-là, je ne suis pas malthusien. Je suis ignorant, en effet, de ce qui va se passer. Je laisse le futur ouvert. Alors, oui et non. Question. Parce que si je reprends ce que vous avez dit sur compétition et le fait que, enfin, disons, on comprend un petit peu, qu'est-ce que vous donnez comme rôle à la biodiversité? Voilà. Je vais poser ça comme ça. Compte tenu de ce que vous avez dit un petit peu sur la compétition, est-ce que la biodiversité, justement, à quoi elle participe dans la théorie de l'évolution, peut-être je pourrais dire. OK, alors les espèces évoluent par la force de la sélection naturelle. Et cette sélection naturelle, elle dépend de l'environnement. Et l'environnement consiste en partie des éléments de nitrogène, du charbon, des autres choses, mais aussi des espèces qui sont déjà là. Alors, la biodiversité existante va influencer les patterns de sélection naturelle. Ça, c'est un aspect, un effet sur l'évolution de la biodiversité. Un autre effet, c'est que on pense qu'avec une biodiversité plus élevée, que l'ensemble des espèces qui sont là arrivent à former des systèmes complexes, plus durables et plus résistants aux changements environnementaux. C'est plutôt un esprit collaboratif qui est là dans ces idées-là, mais c'est comme ça qu'on croit que des communautés riches en biodiversité arrivent à mieux maintenir un milieu favorable, disons, pour tous. Mais ces idées-là sont encore en cours d'étude. Un troisième aspect, c'est qu'avec l'origine des différentes espèces et la séparation d'une espèce ancêtre en plusieurs espèces descendantes, l'évolution est à l'origine de la biodiversité. Et moi, par exemple, quand je faisais ma thèse en Belgique encore, je faisais de la modélisation de l'émergence de biodiversité, de diversité additionnelle au sein d'une population. Alors, je faisais des modèles sur dans quelles conditions on aurait une augmentation de diversité dans une population. Et souvent, dans ces modèles, je voyais que ça ne doit pas devenir des espèces différentes pour avoir plus de diversité. Il y a pas mal de populations où les individus sont si différents qu'ils arrivent
exploiter ensemble le milieu d'une meilleure manière que sans cette diversité. Alors moi, je trouvais pas mal de parallèles entre la diversité entre espèces et au sein d'une même espèce. Et là, comme Darwin ne faisait pas trop la différence entre variabilité au sein d'une espèce et entre espèces non plus. Ça rejoint peut-être la question qui était posée sur rapport entre justement compétition et équilibre des espèces. Vous venez un petit peu d'y répondre en fait. La relation entre compétition et équilibre des espèces, c'est une question qui est posée dans le chat. Oui, mais là, j'ai parlé de ces différents types de compétition comme compétition indirecte pour des ressources ou vraiment des guerres. Et les conséquences pour l'équilibre et la stabilité des populations peuvent être différentes. Souvent, avec de la compétition indirecte pour une ressource, on peut arriver à des situations où la ressource est tellement diminuée qu'aucun individu n'en aura suffisant pour se reproduire. Alors, cette compétition-là peut provoquer des extinctions d'une population. Avec des guerres ou des conflits beaucoup plus petits, c'est souvent plus régulé qu'un individu arrive à contrôler la ressource et se reproduire. Et là, il y a une probabilité élevée que la population reste stable à travers du temps, parce qu'il y aura toujours des individus qui vont exploiter la ressource d'une manière sans qu'elle disparaisse, sans qu'elle diminue trop. Alors, il y a tous ces types de compétition avec des effets différents sur les équilibres des espèces et l'équilibre des populations. Quel type de modèle vous utilisez? Ils sont faits comment vos modèles? Comme ça, hein, juste donner une idée. Oui. Heureusement, il y a encore c'est avec de la mathématique, bien sûr. On a, depuis une centaine d'années, on développe des équations pour décrire les changements causés par la force de la sélection naturelle et les réponses. Et on peut jouer, disons, avec ces équations ou essayer d'estimer des paramètres à partir des vrais systèmes. Je fais ça. Beaucoup de ces équations, à l'origine, venaient de l'agriculture, de l'élevage d'animaux et des plantes. Mais dans les années 70, un Américain qui s'appelle Russ Landy a adapté ces équations pour les utiliser pour les populations naturelles. Et moi, je travaille encore parfois avec ces équations pour inventer des modèles où je peux calculer sur une feuille de papier. Je fais ça, mais pas trop souvent. Dans des autres cas, ce que je fais, c'est simuler des individus dans un ordinateur. Alors, définir les caractéristiques d'un individu, les mécanismes héréditaires, la compétition entre les individus, tous les aspects de la vie des individus que j'invente ou j'incorpore dans ce modèle. Alors là, le travail consiste dans la simulation de populations entières à travers de plusieurs générations. Et pour quelqu'un assez bien en codage, tu peux faire une simulation de population de 10 000 ou 100 000 individus sur 100 000 générations en une minute, par exemple. Alors, je fais ça. Et il y a encore des méthodes qui sont entre les deux, pas sur une feuille de papier, pas simuler des individus entiers, mais partir d'équations qui sont si complexes qu'on ne peut plus les analyser avec des maths sur papier, mais qu'il faut aussi, on appelle ça simuler aussi.
simuler l'avancement des valeurs de ces équations à travers des générations. Je fais ça. Et les sujets que j'aborde avec ces modèles, c'est par exemple l'adaptation au changement climatique. Je travaille sur des petits poissons qui vivent dans des mares qui s'assèchent et les embryons de ces poissons restent dans la terre pendant l'été. Quand il pleut en automne, ils vont émerger. Les alevins, les petits poissons, ils se reproduisent quelques semaines après. Alors, je fais des simulations de ces embryons, de ces poissons et l'assèchement et la pluie pour étudier comment ils s'adapteraient à certains régimes de changement climatique. Ça, c'est une des choses que je fais. Je pourrais continuer encore 1 heure facilement. Hein. Et juste sur ces petits poissons, il y a des changements climatiques qui font qu'ils ne disparaissent pas. Il y a des, je veux dire, vous n'êtes pas que pessimiste sur ces populations de poissons. Bon, c'est peut-être un peu générique ce que je vais dire. Certaines populations sont populations d'espèces qui sont déjà adaptées à beaucoup de températures, aux régimes de pluie différents, qui sont variables. Il y a pas mal d'espèces où il y a beaucoup de variabilité au sein d'une espèce. Et là, certaines populations vont disparaître, mais ceux qui sont déjà là dans un environnement qui va se reproduire dans une dizaine d'années ou dans 20 ans sur un autre site, là, ces populations vont survivre si ces génotypes arrivent à se déplacer dans les mêmes conditions, mais quelque part ailleurs. Alors, je pense que toutes les populations qui hébergent encore suffisamment de variabilité génétique qui vont arriver à s'adapter un peu. Pour moi, la destruction des habitats est une force plus forte que le changement climatique encore pour la survie des populations. Par exemple, s'il n'y a plus d'eau, ou si c'est ça, si les habitats, c'est les conditions naturelles, c'est ça. L'immigration. On détruit les forêts. Ah oui. Oui, alors tous ces poissons ils vivent dans des mares temporaires. Ces mares temporaires ne sont pas complètement isolées. Il ne serait jamais arrivé dans cette mare s'il n'y aurait jamais une connexion avec des autres mares similaires. Alors, ces mares temporaires se trouvent tous dans des bassins de rivières qui s'inondent parfois chaque décennie, par exemple. Et à ce moment-là, des populations qui ont été séparées pendant des années se reconnectent et les individus migrent entre les populations. Alors, les individus peuvent bouger et se retrouver dans des autres environnements. Ce n'est pas qu'ils doivent rester sur place pour tout le futur. Et c'est comme ça pour la plupart des organismes qu'ils arrivent d'une manière ou autre à se déplacer dans l'espace pour atteindre des conditions favorables. Il faudrait que les mésanges retrouvent un endroit où les chenilles aient de nouveau 15 jours de retard, c'est ça? Oui, voilà. Mais là, le problème, c'est qu'il y a peut-être déjà des autres mésanges qui n'arrivent pas à les déplacer parce qu'ils sont déjà là. Tu vois, il y a ces effets de la compétition encore une fois qui jouent. D'accord. D'accord. Bon, ben, je ne sais pas, est-ce qu'il y a encore des questions? Il y a quelqu'un qui parle? Oui, une aussi, si je faisais des simulations en fonction de la pêche côtière. Oui. Pour l'instant, il y a 15 ans, j'ai assisté un peu à des chercheurs en Finlande et Norvège pour faire des analyses de la pêche côtière. Mais je n'ai pas continué, ça fait longtemps déjà. D'autres questions? Ben, j'ai l'impression que là,
je crois qu'on va pouvoir applaudir. Ouais. Merci. Faut désactiver, faut remettre vos sons pour applaudir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Merci. Très Merci. intéressant. Merci. Bravo pour les questionnaires aussi. Merci beaucoup. Merci. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, cette conférence est enregistrée. Donc, il y a des gens qui n'ont pas réussi à la voir. Ils pourront en profiter en allant sur le site. Voilà. Et merci beaucoup. Donc. Merci. Aline, je vous envoie le PDF de la présentation aussi. Ou... Oui, avec plaisir. Volontiers. Oui. OK, je fais ça aussi. On le met sur le site, oui. Mais sachant que comme c'est enregistré et que le PDF a été diffusé, bah, ça sera diffusé automatiquement. Oui, il est déjà enregistré. Mais c'est pratique, d'avoir le PowerPoint indépendamment. D'accord. Donc, si ça ne vous dérange pas, merci d'avance. Oui, je vais le faire. Oui, surtout qu'il y en a plus dans le PDF. Ah, bravo. Excellent. Voilà, Tom. Salut, Tom. Salut, Tom Salut. et Thomas. Merci beaucoup. Très grand merci. Voilà. Bon, et ben, on vous dit au revoir alors. La semaine prochaine, c'est quoi le programme? La semaine prochaine, c'est... Origine de l'humanité 1. L'archéologie, la paléontologie, ses outils, ses méthodes pour la compréhension de l'évolution humaine préhistorique. Avec Nicolas Tessandier, chercheur CNRS au laboratoire Traces, etc. On repart en arrière. Voilà. OK. Bon, eh ben, on À va... bientôt, j'espère, sur une terrasse quelque part à Paris. Ah, ça. On sera adapté au Covid, c'est ça? Voilà. Voilà. Bon, ben, on vous dit au revoir. Alors, au revoir et merci encore. Oui, au revoir et merci. Merci beaucoup. Merci. Grand merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bonne Au revoir. soirée. Bonne soirée. Mamie?